Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast AWS en français. Bienvenue à toutes et à tous. Merci de nous prêter un peu de votre oreille et de votre temps de cerveau disponible pour vous tenir au courant des nouveautés AWS avec un épisode un peu spécial aujourd'hui puisque je suis tout seul, j'ai pas d'invité et comme j'avais fait l'année passée, je vais essayer de vous résumer en un quart d'heure, 20 minutes les nouveautés, les nouveaux services qui ont été annoncés pendant la première partie de cette conférence AWS re:Invent. re:Invent, c'est une conférence qui se tient d'habitude à Las Vegas. L'année passée, il y avait 65 000 clients et partenaires qui y assistaient. Cette année, évidemment, elle est en ligne. Elle est gratuite. On attend 500 000 inscriptions. On y est presque là pour la fin de la semaine. On sera à 500 000 inscriptions. Vous y trouverez 500 sessions techniques, des sessions des managers de division d'AWS, les leadership sessions, des keynotes, 5 keynotes et une qui a déjà eu lieu, qui est celle d'Andy Jassy, qui est le CEO d'Amazon Web Services. Et cette année, sa session était sur le thème de l'innovation. Pourquoi c'est important d'innover pour rester en avance de la concurrence, comment AWS vous donne les outils, les services qui vous permettent d'innover, puisque nous nous soucions de l'infrastructure informatique et vous pouvez développer sur cette infrastructure informatique vos applications, vos services pour être en avant de votre concurrence et faire plaisir à vos clients, acquérir des nouveaux clients et rendre service à vos clients. Donc un grand volet sur l'innovation. Et puis comme traditionnellement dans ces keynotes, beaucoup d'annonces également, de nouveaux services dont j'ai essayé de passer les principaux en détail. J'ai fait une liste, je l'ai mise par ordre alphabétique pour être plus facile. Donc je vais parler de compute, évidemment, les services qui vous permettent de tourner du code. On va parler d'instances EC2, de stockage. On va parler container, on va parler engagement avec les clients, customer engagement avec Amazon Connect brièvement, on va parler un peu de base de données, on va parler front-end, ceux qui écoutent le podcast savent que c'est un sujet qui m'est cher, le front-end, et on parlera un tout petit peu d'Amplify, des nouveaux services de machine learning également. Et puis je terminerai avec quelques annonces qu'Andy n'a pas faites mais qui sont sorties en marge de la keynote d'Andy au niveau du stockage. Alors, je commence par le compute, une flopée de nouveaux types d'instances EC2, de familles d'instances. Vous savez, on les appelle avec une lettre, un chiffre. Le chiffre, c'est la génération. Je ne vais pas aller dans tous les détails, vous les retrouverez assez facilement sur le site web et je mettrai évidemment les liens dans les notes de ce podcast. Donc quand vous allez dans l'application de podcast que vous utilisez pour m'écouter là maintenant, en dessous vous verrez les notes avec les différents liens. Alors, nouveau type d'instance, par exemple les G4AD qui seront des instances avec des GPU AMD cette fois-ci. Jusqu'à présent, les GPU étaient Nvidia de notre côté. Donc, avec les instances G4AD, vous allez pouvoir avoir des GPU AMD. Intéressant pour des applications de streaming, pour des jeux, pour de l'animation, pour du vidéo rendering. Plus de performance, moins de coûts. Des instances avec Graviton 2 également. Graviton 2, vous savez, c'est ce processeur à base d'architecture ARM que nous avons conçu nous-mêmes. Donc, ce sont les instances G comme Graviton. Tout au long de l'année, on a déjà annoncé des nouvelles familles d'instances basées sur ce processeur-là. Là, on annonce les C6GN, G comme graviton et N comme réseau, avec une bande passante jusqu'à 100 gigabits de network. Donc, si vous avez besoin de puissance brute, vous avez jusqu'à 40% de meilleur ratio performance-coût. Elle coûte moins cher pour des performances équivalentes, avec 100 gigabits de networking sur les C6GN. Des instances de stockage également, vous savez que sur certains types d'instances, vous avez des disques en local que vous pouvez utiliser. Vous êtes pas nécessairement obligé d'utiliser EBS, ou en tout cas si pour le boot, mais après vous pouvez utiliser de l'espace de stockage local. Donc plus de densité de stockage ici. On avait commencé à faire des instances avec une haute densité de stockage, c'était les HS1 si je me souviens bien en 2012, il y a eu les D2 en 2015, maintenant ce sont les D3, donc troisième génération, D3, D3N, donc juste comme les prédécesseurs, ça vous donne accès à des grosses quantités de stockage à très bas prix puisque c'est inclus dans le coût de l'instance, c'est du HDD sur l'instance. R5B aussi, une nouvelle famille dans la famille des memory intensive. R c'est comme RAM, donc ce sont les instances où il y a beaucoup de mémoire, donc pour les caches en mémoire, pour les bases de données en mémoire, pour l'analytics, les tâches d'analytique qui peuvent être cachées en mémoire. Ces instances seront très utiles pour cela.
Je crois que c'est tout pour cette liste d'instances. Je sais que c'est pas très digeste, ça aussi intéresse qu'une petite partie de nos clients, mais pour vous qui êtes intéressés, c'est très important de pouvoir choisir la bonne instance pour la bonne application, parce que c'est là que vous aurez le meilleur ratio entre les performances et le prix. Lambda, quelques petites annonces intéressantes aussi, deux que je retiens en tout cas. Côté Lambda, d'abord, on lance un nouveau moyen de déployer vos fonctions Lambda. Jusqu'à présent, il fallait les IP et puis les envoyer sur Lambda, pour ceux qui n'utilisent pas la console. Maintenant, vous allez pouvoir préparer vos fonctions Lambda dans un container Docker. Exactement le même container Docker que vous utilisez d'habitude, ce qui va vous permettre de réutiliser vos outils, vos chaînes de déploiement, de tests local par exemple, parce que vous allez pouvoir mettre votre code Lambda dans un container, packager ce container. Nous, on vous fournit une interface de runtime, donc vous pouvez même tester votre code localement avant de l'envoyer sur Lambda. Et l'unité de déploiement, c'est plus le fichier zip, c'est votre Dockerfile en quelque sorte. Vous poussez votre image sur un repository Docker et Lambda le reprend à partir de là. Du coup, on augmente la taille du code disponible aussi, de tête, je crois que c'était 100 mégabits, la limite maximum de taille de code avec toutes ces dépendances pour une fonction Lambda. Si vous le packagez comme un container Docker, la nouvelle limite de code est de 10 gigabytes. J'ai bien dit gigabytes. Ce qui fait déjà pas mal de dépendances. Autre nouveauté pour Lambda, c'est la facturation à la milliseconde. Jusqu'à présent, vous étiez facturé par tranche de 100 millisecondes. Il y a beaucoup de clients qui nous ont dit c'est bien, mais moi, mes fonctions, elles sont très rapides. Elles s'exécutent en 20 millisecondes, en 30 millisecondes, et chaque fois vous me facturez 100 millisecondes, donc dans ce cas-là c'est 3 fois plus. Donc on a écouté ce feedback de nos clients, et à partir d'aujourd'hui, Lambda est facturé par tranche de 1 milliseconde, donc on ne vous facturera pas plus de temps CPU que ce que vous ne consommez. Ce qui est très important si vous avez beaucoup d'exécutions de fonctions Lambda qui s'exécutent en dessous de la barre des 100 millisecondes, ou juste au-dessus d'une centaine. Vous savez, ces fonctions qui font 320 millisecondes ou 310 millisecondes, ben vous ne payerez plus les 400 millisecondes qu'on vous facturait avant. Alors de Lambda à container, il n'y a qu'un pas, et j'ai déjà parlé un tout petit peu de Docker, des choses nouvelles côté container également. En preview pour le moment, une nouvelle version d'ECS, enfin une extension d'ECS et une extension d'EKS. Donc ECS c'est notre orchestrateur de containers, Elastic Container Services, et EKS c'est notre version managée, hostée de Kubernetes. Donc les deux vont avoir une extension qui s'appelle ECS Anywhere et EKS Anywhere, qui va vous permettre de déployer et d'orchestrer des containers de façon hybride, avec une partie qui tourne dans le cloud chez nous et une partie qui tourne là où vous le souhaitez, typiquement on-prem. Donc ça c'est en preview pour le moment. En public, un nouveau repository d'images Docker, ECR public. Vous savez, ECR, c'est ce container registry d'images Docker qui était privé dans votre compte, que vous pouvez utiliser au sein de votre compte. On en fait une version publique où n'importe qui pourra publier, n'importe qui pourra lire et télécharger des images Docker sans nécessairement avoir un compte AWS. Donc c'est vraiment ouvert à tout le monde. C'est un container public, Amazon ECR public. Donc je parlais de KS aussi, notre implémentation de KS, ou plutôt notre distribution de KS, va être open sourcée, et donc vous allez retrouver très rapidement sur notre GitHub Amazon EKS Distro, qui est la distribution Kubernetes que nous utilisons pour fabriquer le service Amazon EKS. Et puis beaucoup de clients nous disaient que c'est difficile de maintenir des centaines, parfois des milliers de microservices qui changent de ressources, d'infrastructures, où les configurations changent également. Donc on a écouté les clients qui nous disaient ça, et on a créé un nouveau service qui s'appelle AWS Proton. Et Proton, ça permet aux équipes d'infrastructure de définir des templates de déploiement que les équipes de développement peuvent après utiliser en remplissant des paramètres pour déployer de façon hybride vos containers, vos microservices, en interne, en externe, et de coordonner les déploiements de microservices dans un environnement contrôlé par les templates qui sont faits par l'équipe d'infrastructure. Donc c'est en preview pour le moment. Jetez un coup d'œil sur AWS Proton, et je vous mets évidemment les liens, comme pour tous les autres services dont je parle, dans
les notes de ce podcast. Bien, on a parlé instance, on a parlé container et lambda, donc je crois que j'ai fini avec la partie compute. Dans ma liste en anglais, le point suivant c'est Customer Engagement, l'engagement avec le client. Et on a un service qui est un peu méconnu, qui s'appelle Amazon Connect, qui est un service qui a quelques années, qui permet de faire un call center dans le cloud. Si vous êtes des habitués du podcast AWS, vous vous souvenez que l'année passée, j'avais interviewé le CTO de WebHelp, qui est une société française qui offre des services métiers, des services business à ses clients. Et un des services qu'ils offrent, c'est de gérer des call centers pour eux. Vous savez, des call centers, c'est ces plateaux téléphoniques où les gens répondent aux appels des clients qui téléphonent. Eh bien, avec Connect, vous pouvez déployer un call center dans le cloud en quelques minutes. J'ai une vidéo sur ma chaîne YouTube aussi qui vous montre comment faire ça. Et on rajoute 5 nouvelles choses à Amazon Connect dans 2 catégories, essentiellement à haut niveau. Une catégorie qui permet aux agents, donc ceux qui répondent aux appels, de trouver plus facilement l'information qu'ils ont besoin pour rendre le service au client. Donc il y a 3 nouveaux services là. Il y a Wisdom qui est un service qui permet de chercher les réponses aux questions des clients. C'est un espèce d'engin de recherche custom qui va se chercher sur vos sources internes pour amener le meilleur document au bon moment, au bon agent en fonction des questions qu'il a. L'agent peut poster ces questions en langage naturel dans un engin de recherche intégré à sa console téléphonique, à sa console qu'il utilise pour répondre aux appels. Donc Wisdom, une vue unifiée des profils clients, donc là aussi un système de connecteurs qui va se connecter sur les différents systèmes que vous avez en entreprise où il y a des données clients, de manière à consolider la vue du profil client, de manière à ce que l'agent ait toutes les informations à sa disposition devant lui sur son écran dans une seule application pour pouvoir au mieux aider les clients. Troisième point dans Connect, c'est Task. C'est une application de to-do list en quelque sorte, mais sur stéroïde, qui permet de gérer les tâches qu'un agent doit faire après un appel. Vous savez, après un appel, il doit peut-être aller dans un système pour initier un retour de marchandises, un remboursement, des choses comme ça. Il y a de nouveau plusieurs systèmes. Vous avez typiquement des systèmes de ticketing comme Zendesk, vous avez Salesforce. Donc avec un système de connecteurs très facile à configurer, Task vous donne une liste des tâches à accomplir pour l'agent de façon centralisée à travers les différents systèmes que vous utilisez pour gérer les tâches. Donc ça, c'est la première catégorie d'amélioration dans Connect ou de nouveaux services dans Connect. Wisdom, la recherche, Customer Profile, la vue unifiée du client, et Task pour gérer les tâches à côté, en marge des appels auxquels les agents répondent. L'autre catégorie de services utilise l'intelligence artificielle. Depuis quelque temps, on a un système qui s'appelle Contact Lens, les lentilles de contact qui permettent d'analyser les calls a posteriori. Donc on fait tourner un batch sur les calls pour analyser les sentiments du client, pour voir quels sont les moments où le client était pas content, par exemple, de manière à pouvoir mieux former les agents qui répondent aux appels et pouvoir les aider à mieux gérer les appels clients. Bien, Contact Lens devient temps réel maintenant. Donc en temps réel, les alertes peuvent être déclenchées si le client est mécontent, s'il y a certains mots-clés comme je veux résilier mon abonnement ou des choses comme ça, le manager du centre d'appel peut recevoir ces alertes sur son dashboard et peut aider par chat l'agent de manière à résoudre le problème du client. Donc Contact Lens Real Time en anglais pour le moment. Alors qu'en batch, on supporte d'autres langues, comme le français, l'espagnol, l'italien et des tas d'autres, mais je ne doute pas que le français sera rajouté à un moment ou l'autre sur la partie real-time. Et enfin, dernière chose pour Connect, c'est... j'ai oublié. Dernière chose pour Connect, oui, c'est Voice ID, la possibilité d'identifier le client qui appelle en reconnaissant sa voix, moyennant évidemment un entraînement, un enrôlement, ce qui permettra aussi de simplifier les procédures pour éviter de devoir répondre à 15 questions à l'agent. Vous savez, ça vous arrive tout le temps, donnez-moi le prénom de votre mère, votre date de naissance, les 4 derniers chiffres de votre carte de crédit et le numéro de la rue où vous habitez quand vous étiez petit. Voilà, donc maintenant le système va pouvoir vous reconnaître avec un certain taux de confiance, et selon le taux de confiance, vous pouvez configurer une identification automatique ou au contraire demander à l'agent de valider 2-3 éléments d'identité avant de prendre l'appel. Donc ça, c'est sur Amazon Connect dans Customer Engagement. Après avoir parlé du compute et du Customer Engagement, si vous êtes toujours là après un quart d'heure, quelques mots sur les bases de données et sur le stockage en général. Sur le stockage,
des nouveaux volumes EBS, il y a IO2 et surtout GP3, les volumes GP3 où pour la première fois on découple la partie IOPS, donc le throughput, de la partie stockage. Jusqu'à présent, si vous vouliez plus de throughput, il fallait prendre plus de stockage. Donc au plus le disque était gros, au plus il avait des IOPS. Ce qui ne convient pas à certains clients qui nous disaient oui, mais moi je veux juste de la performance, j'ai pas envie de payer des terabytes de stockage que je vais pas utiliser. Et donc GP3, pour la première fois, nous séparons la partie I/O. Vous pouvez scaler votre partie I/O sans nécessairement augmenter le stockage ou inversement. Donc si vous êtes dans ce cas d'utilisation, regardez GP3. On lance un SAN également avec IO2 Block Express qui est un SAN dans le cloud. J'ai pas beaucoup de détails là-dessus, je vous mettrai le lien, vous pouvez aller regarder la partie SAN IO2 Block Express par vous-même. Côté développement d'applications, si vous êtes développeur d'applications mobiles ou web et que vous utilisez Amplify, vous savez qu'Amplify, c'est cette ligne de commande et cette librairie que vous pouvez inclure dans votre code pour interagir avec des services cloud. Beaucoup de nos clients nous disaient que ce serait bien d'avoir une console d'admin des services Amplify, mais qui n'est pas la console AWS avec toutes les options possibles. Juste un truc plus simple pour les front-end développeurs, que je puisse partager dans mon équipe sans nécessairement donner un compte AWS à chacun, ou sans que chacun ait un utilisateur IAM et la possibilité de se connecter dans une console AWS. Eh bien, nous vous avons écouté et nous lançons AWS Amplify Admin UI, l'interface d'administration d'Amplify, où vous, en tant qu'administrateur, vous pouvez créer votre application dans la console Amplify normale de AWS Console. C'est l'équivalent d'un Amplify Init. Et à partir de là, ça crée une appli web pour gérer tous les services que vous gériez avant avec Amplify en ligne de commande. Donc, au lieu de taper Amplify add auth, vous pouvez créer un service d'authentification dans la console. Et vous pouvez gérer l'accès à cette console. Donc, vous pouvez aller créer des utilisateurs dans cette console pour vos développeurs et partager le lien de la console entre les différents développeurs. Quoi d'autre? Je vous laisserai regarder Amplify Admin UI, je vais faire un tuto également. Quelques petites choses en machine learning, mais j'en reparlerai dans un autre épisode avant la fin de l'année des nouveautés en machine learning, peut-être avec Julien Simon en guest comme j'avais fait l'année passée, qui sera mieux capable que moi de vous expliquer les nouveautés en machine learning. Pour de l'informatique industrielle, les chaînes de production, quelques nouveautés également pour le monde IoT, avec un système qui s'appelle Monitron, qui est un système très simple et peu onéreux qui permet de monitorer une flotte d'appareils et de détecter des anomalies sur cette flotte d'appareils. Donc Monitron, c'est un système end-to-end où on vous fournit les senseurs que vous attachez sur vos appareils, une petite gateway, les senseurs communiquent en Bluetooth Low Energy avec la gateway est connectée à Internet et elle interagit toute seule avec le service Monitron dans le cloud, et à partir de là, on surveille les données remontées par les senseurs, on applique des algorithmes d'apprentissage machine dessus pour détecter les anomalies et faire de la maintenance prédictive ainsi sur vos équipements. Donc Amazon Monitron. De la même manière, on lance Amazon Lookout pour des équipements et Lookout pour des photos. C'est très similaire à Monitron, sauf que là, il n'y a pas les senseurs. Vous utilisez les senseurs que vous voulez. Vous remontez l'information dans le cloud de la manière dont vous voulez. Donc vous avez plus de liberté d'agencer cela avec de l'existant, par exemple. Vous remontez les informations sur Amazon S3, et à partir de là, nous vous prenons en charge pour analyser les données. Donc Amazon Lookout for Equipment va faire un peu la même chose que Monitron, la deuxième partie de Monitron, qui est d'analyser des données, d'appliquer des algorithmes de maintenance prédictive et essayer de détecter des équipements qui sont en panne ou qui vont tomber en panne. Et Amazon Lookout for Vision fait la même chose, mais à partir de photos. Donc là, le use case est un peu différent. Imaginez que vous prenez des photos en sortie de chaîne de production des éléments que vous produisez, des circuits électroniques par exemple. Ces photos, une fois qu'elles sont dans S3, vont être analysées par Amazon Lookout Vision pour détecter les anomalies. Tout ça est packagé de façon extrêmement simple. Vous donnez vos données de test avec des exemples de pièces de bonne qualité, des pièces défectueuses, et on vous accompagne, on vous prend vraiment par la main pour faire la partie apprentissage machine, déployer tout cela en production. C'est extrêmement simple, il ne faut pas être un data scientist pour pouvoir utiliser Amazon Lookout. Enfin, une appliance que vous pouvez mettre dans vos usines, dans vos chaînes de production également, qui s'appelle Panorama, qui permet d'appliquer des algorithmes de reconnaissance visuelle chez vous, on-prem. Donc,
plutôt que de remonter des flux vidéo dans le cloud et de faire l'analyse dans le cloud, l'idée c'est vous entraîner vos modèles dans le cloud. Une fois que vous avez le modèle dans le cloud, via une clé USB, vous l'uploadez sur une appliance, donc un petit appareil que vous pouvez mettre sur une chaîne de production par exemple. Cet appareil se connecte à des caméras IP et va faire des détections de ce pourquoi vous avez entraîné l'algorithme. Ça peut être des détections de... j'avais un exemple d'un client qui souhaitait détecter quand ces machines-outils n'étaient pas rangées au bon endroit, parce que ça peut poser un risque pour la sécurité des personnes qui travaillent à cet endroit-là. Et donc en mettant une caméra de surveillance sur les endroits où les machines-outils sont rangées, peut détecter quand il y a des machines qui sont incorrectement rangées. Il y a d'autres exemples dans le monde de l'agriculture, par exemple, pour surveiller des animaux dans des fermes. Voilà pour la partie informatique dite industrielle, IoT, avec un peu d'intelligence artificielle dedans. Et je vais juste terminer, pour ne pas faire un épisode trop long, sur 2 nouveautés au niveau d'Amazon S3. Vous savez qu'Amazon S3, c'est notre service vétéran, c'est le plus vieux service AWS, il a 14 ans, il sert à stocker des exabytes de données, et c'est un service de stockage virtuellement infini, où nous rajoutons plus de stockage que ce que vous n'en rajoutez, avec des gros clients comme SmugMug, qui était une start-up qui n'est plus vraiment maintenant, qui permet de partager des photos. SmugMug, c'était le premier client qui nous a dit dites monsieur Amazon, on aimerait bien stocker des terabytes de données sur S3, est-ce qu'on peut y aller? Et nous on avait mal compris la question, on s'est dit des terabytes vraiment? Non, oui, c'était des terabytes, on pensait des gigabytes, mais non, ils stockent des terabytes. Dropbox est un gros client également, d'ailleurs ils ont fait une vidéo pour expliquer ce que ces changements que je vais vous annoncer là dans 2 secondes impliquent pour eux. Donc S3, 2 nouveautés sur S3. La première, c'est la réplication des buckets à travers plusieurs régions. Donc la réplication des buckets, c'est pas nouveau, vous pouviez répliquer mais au sein d'une même région. Maintenant, vous allez pouvoir répliquer des buckets à travers différentes régions. En fait, vous pouviez faire les deux. Soit vous répliquiez à travers une région, je n'ai pas été très clair là-dessus, je recommence. Donc, avec S3, soit vous répliquiez d'une région à l'autre, soit d'un bucket à l'autre. Mais si vous vouliez aller à la fois faire une copie vers un autre bucket dans la même région et à la fois en multi-région, ce n'était pas possible. Vous n'aviez pas le beurre et l'argent du beurre. Donc maintenant, nous ajoutons le support des destinations multiples pour la réplication de buckets. Donc à partir d'un bucket, vous pouvez avoir plusieurs copies dans la même région ou pas, pour faire plusieurs copies, comme dans des cas d'utilisation comme le disaster recovery par exemple, pour avoir une copie de vos backups ou de vos exports, de vos données dans différentes régions pour pouvoir redémarrer vos services à partir de là si jamais besoin en était. Donc multiples destinations pour la réplication S3. Et l'autre nouvelle est encore plus importante, et je vais terminer par celle-là. C'est le Strong Read After Write Consistency. Si vous utilisez Amazon S3 de façon un peu intensive, vous savez que S3 n'est pas fortement consistant. Il est eventually consistent, comme on dit. Ça veut dire que si je vais mettre à jour un de mes fichiers sur S3 et que juste après une autre application ou une autre thread dans mon application va lire l'objet qui vient d'être modifié, eh bien, je pourrais recevoir encore les données d'avant la modification. Donc, il y a un fichier qui représente, je sais pas, A, je mets B avec un put, et puis juste après, je vais lire ce fichier. Il se peut que je retrouve A, ou il se peut que je retrouve B. Il faut attendre un peu que la synchronisation des différentes partitions dans S3 se fasse de manière à ce que toutes les partitions retournent la même information. Ça, c'est comme ça que S3 fonctionne depuis le début. Et c'est pas un bug, hein, c'est comme ça. C'est aussi lié à un théorème d'informatique, un théorème qu'on appelle CAP. CAP, c'est Consistency, c'est A comme availability, la disponibilité, et P, partitionné. Imaginez un triangle avec les 3 lettres C, A, P. Le théorème de CAP, il dit qu'on peut avoir que 2 de ces 3 caractéristiques. Donc soit on a la consistance et la haute disponibilité, mais on ne peut pas partitionner le système. Le partitionner, ça veut dire le faire fonctionner sur plusieurs serveurs. Soit on est hautement disponible et partitionné, A et P, soit on est consistant et partitionné, mais on n'est pas hautement disponible. Et donc c'est pour ça que S3 jusqu'à présent était hautement disponible, était partitionné, très partitionné, mais n'était pas consistant sur les écritures. Eh bien, il semble qu'on ait réussi à résoudre ce théorème de CAP et avoir à la fois la consistance, la disponibilité et le partitionnement, puisque maintenant, quand vous allez écrire une nouvelle version d'un objet sur S3, le read qui suit, donc l'opération de lecture qui suit votre opération d'écriture,
recevra les données qui viennent d'être écrites. Donc il n'y aura plus de délai de resynchronisation d'S3. Tous les reads seront consistants par rapport aux écritures qui ont été faites juste avant. Alors c'est une grosse nouvelle pour les gros utilisateurs d'S3, ceux qui font du Hadoop, du Big Data sur S3, ceux qui font des data lakes sur S3. On a des dizaines de milliers de data lakes qui ont été déployés sur S3. C'était très important d'avoir cette consistance et certains de nos clients ont mis en place des gros systèmes sur le côté pour tracer quelles applications écrit quoi, etc. pour vérifier qu'une application puisse vérifier que ce qu'elle lit est effectivement bien la dernière version d'un objet. Tous ces systèmes ne sont plus nécessaires maintenant puisque le Strong Read After Write Consistency est actif dans toutes les régions, sur tous vos buckets S3, pour tous les objets. Vous n'avez absolument rien à faire. Évidemment, ça ne coûte pas plus cher. C'est juste une feature, une capacité qu'on a activée de notre côté. Vous n'avez pas de mise à jour à faire. C'est là, ça fonctionne déjà. Vous pouvez essayer. Amazon S3 est fortement consistant. Voilà pour ce premier tour de résumé des annonces de reInvent 2020. Je vous invite à rejoindre la conférence. Vous allez sur le portail de la conférence reInvent 2020, vous inscrivez, c'est gratuit. Une fois que vous êtes dedans, vous avez le choix dans plus de 500 sessions techniques. Il y a un coin Training and Certificate pour s'entraîner à passer des certifications. Il y a un coin qui s'appelle AWS On Air également, avec des directs vidéo où nous interviewons les équipes produits qui viennent faire les démos des lancements qu'ils viennent de faire. Dans AWS On Air, il y a une partie en français. On est en direct, en vidéo, pour commenter ces nouveaux services à 13h tous les jours pendant reInvent, enfin du mercredi au vendredi pour être précis. Donc mercredi, jeudi, vendredi. 13h AWS On Air en français. Également sur mon Twitch et sur le YouTube d'AWS France, dont je mettrai le lien dans les notes du podcast. Voilà, c'est un long épisode où j'ai parlé tout seul pendant 26 minutes. J'espère que vous êtes restés au bout. Comme d'habitude, vous me laissez vos feedbacks sur Twitter, Sebsto, S-E-B-S-T-O. Vous me dites, vous posez vos questions, vous me dites de quoi vous avez envie qu'on parle dans les prochains épisodes du podcast AWS en français. J'ai déjà 5-6 épisodes sous le coude pour l'année prochaine. Je ferai d'autres récaps reInvent avec les autres annonces qui vont se faire au cours de cette conférence. N'oubliez pas que toutes les sessions de reInvent sont disponibles à la demande, donc vous y allez quand vous voulez, comme vous voulez, à partir de votre canapé, de votre voiture, de votre bureau. Vous écoutez ça, non pas en voiture, c'est pas une bonne idée, mais de votre canapé en tout cas. Vous pouvez suivre les sessions de reInvent. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. À très bientôt pour un prochain épisode du podcast AWS en français. Et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.